Bonsoir et soyez les bienvenus. Il s'appelle Ahmed Huguen Kaya Mikala. Il est président de l'ONG Éveil d'Afrique. Il est l'invité de Célébrité. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir, monsieur Mano Maner. Alors, c'est un plaisir et un honneur de vous avoir dans ce programme. Qu'est-ce que cela vous fait d'être invité dans ce programme? Alors, c'est déjà un privilège lorsque vous êtes invité à une émission qui porte le dénominatif Célébrité. J'ai une forte impression de me dire peut-être que je suis un homme célèbre, mais je ne le pense pas. Voilà, dans ce programme, nous recevons des personnalités tant nationales qu'internationales. Nous recevons des modèles. Qu'avez-vous retenu en suivant les médias ces 3 derniers mois? Ah, d'accord. Mais il faut noter qu'il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de faits qui se sont déroulés. Mais il y a un fait marquant qui, jusqu'à aujourd'hui, continue à me torturer le cœur. C'est éventuellement les bavures policières aux États-Unis, notamment le statut de l'homme noir dans ce pays-là. Et jour et nuit, sincèrement, nous voyons comment dans les médias, comment il y a toujours un noir qui malheureusement se fait arrêter très souvent d'une façon, je dirais, anormale. Et aujourd'hui, il y a comme un dénigrement de l'image même de l'homme noir, donc de l'afro-américain. Alors, je ne m'inscris pas ici comme étant défenseur des causes noires, des causes de l'homme noir, mais tout simplement, nous déplorons comme tout le monde aujourd'hui toutes ces bavures policières. Nous espérons que ce pays, qui est très multicolore et multiracial, les États-Unis, que nous retrouvons une paix, une cohésion des peuples. De quelle nationalité êtes-vous? Alors, je suis congolais. Comme le dit souvent la plupart des Congolais qui aiment affirmer, congolais 100%, parce que je suis issu de père et de mère de nationalité congolaise. Mais cette question qui me titille revient le plus souvent. Je pense que c'est à cause de mon deuxième prénom Ahmed. Il faut noter qu'Ahmed est un prénom très fréquent chez les musulmans, parce que éventuellement mon père est de religion musulmane, islamique. Mais je suis congolais 100% et chrétien aussi. Ah d'accord. Vous n'êtes pas musulman? Non, je ne le suis pas. Il y a une différence que vous faites avec les religions? Non, 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 au contraire, je suis dans cette philosophie où je pense que nous avons un Dieu unique. Je suis un monothéiste, comme on dit. Je crois en un Dieu unique. Et chacun est libre aujourd'hui de se classer dans sa religion. Mais dès lors que nous respectons un seul Dieu, ce que nous on appelle Jéhovah, ce que les musulmans appelleront Allah, et ce que je pense d'autres religions éventuellement une nomination. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance? C'est vrai qu'en quelques lignes, je ne peux pas ici faire tout un récit de mon enfance, mais je vais tout simplement m'appuyer sur les maîtres mots de mon enfance, qui sont la discipline, l'écoute, l'humilité. En fin de compte, j'ai grandi dans une famille très croyante et toujours ce comportement axé sur le respect de l'autre, sur l'amour, sur la cohésion. Et ce qui a fait que à une époque très lointaine, j'avais même des ambitions de devenir un homme de Dieu, devenir pasteur. Carrément. Carrément. Mais il faut noter que j'étais enfant de cœur. J'étais aussi intercesseur, prédicateur chez les témoins de Jéhovah. Intercesseur. Intercesseur. Qui consiste à? Éventuellement, on parlait du Christ, prier surtout pour les gens. Et c'est vrai que je continue à le faire. Mais avant, c'était d'une façon un peu plus publique. Hein, c'est-à-dire prêcher la parole de Dieu, essayer d'évangéliser. Mais j'étais plus axé sur les questions de prière. Et donc, je n'ai peut-être pas changé. Mais avant, il y avait un peu plus d'engouement dans le sens que c'était un peu plus public. J'ai dit tout à l'heure que j'étais même enfant de cœur. Ensuite, donc, intercesseur. Ensuite, évangéliste au sein du royaume des témoins de Jéhovah. Certains diront que j'étais un peu partout. Vous étiez très jeune en plus. Très jeune. Très jeune. Donc voilà un peu. Ce sont là mes souvenirs d'enfance. Et je rêve, et je pense, et je souhaite donc que mon fils, à moi aussi, suive ce chemin. Ah d'accord. Parce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Mariés? Non, malheureusement. Ah, pas encore. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Éveil d'Afrique. Alors, pouvez-vous nous parler de cette organisation avec vos mots? Alors, l'ONG Éveil d'Afrique est une organisation non gouvernementale, ONG, qui s'oriente dans la lutte pour la préservation de l'environnement. C'est-à-dire que c'est une ONG écologique qui s'inscrit dans la préservation de l'environnement, comme je dis, mais la sensibilisation des populations à se lancer dans une économie que nous appelons une économie verte, une économie durable. C'est-à-dire, nous essayons de stimuler la culture verte, la culture écologique chez les populations congolaises. Ah d'accord. Alors, depuis quand existe-t-elle cette organisation? Alors, officieusement, c'est-à-dire
avant que nous puissions recevoir notre récépissé du ministère de l'Intérieur. L'organisation existait depuis 2013. Ah, d'accord. Ça nous a valu 2 ans. Donc c'est en 2015, notamment le 15 avril, que nous avons eu donc notre numéro d'enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur avec le statut d'association. Et 3 ans après, donc en 2018, nous sommes passés organisation non gouvernementale, tout simplement parce que nous avons eu à placer les antennes sur le plan continental. Alors, en parlant de cette organisation, comment vous êtes organisé? Mais comme toute organisation, si je permettais... Donc vous êtes président? Je suis le président, le président coordonnateur. Éventuellement, nous nous sommes fixés un mandat. Et ça fait, c'est mon premier mandat, s'il faut le dire. Et après, éventuellement, nous allons... Combien de mandats déjà? Un seul mandat, dans le sens où ça a été une réforme que nous avons intégrée dans le nouveau règlement intérieur pour ne pas avoir que le président brigue plusieurs mandats à la tête de l'ONG. C'est, je pense, que démocratique de notre manière de faire. Donc, je suis président pour l'instant. C'est vrai que je suis fondateur, mais je suis président et j'ai un vice-président et tout un bureau. Et une fois que vous serez plus président, vous allez créer un poste un peu président fondateur et puis un président... Bon, vous savez, je ne suis pas un adepte des titres. Hein. Ah, d'accord. Alors, si je ne suis plus président, je reste un membre de l'ONG, je peux peut-être être président. Malgré que vous êtes fondateur. Et vous êtes président. En quoi consistent vos fonctions? Alors, déjà, c'est de veiller sur le fonctionnement de l'ONG, éventuellement, et de représenter la vision de l'ONG un peu partout, et de veiller au bon fonctionnement des institutions, ainsi que des projets que nous avons eu à initier ensemble avec les membres du bureau. Après, vous savez qu'il y a des prérogatives qui sont d'autant plus conventionnelles, hein, qui sont reconnues dans un règlement intérieur. Donc, si on vous demandait quel est le but ultime, qu'est-ce que vous visez? L'objectif, c'est quoi d'avoir créé cette... Alors, il faut comprendre que tout regroupement de personnes, que ce soit une ONG, un parti politique, une association, un club, un think tank, nous avons toujours une vision, nous avons une idéologie. Et l'idéologie de l'éveil d'Afrique, c'est une idéologie écologique. Qu'est-ce que nous voulons? C'est ça le but ultime. Éventuellement, c'est d'atteindre des objectifs. Qui sont lesquels? Arriver à arrimer la philosophie congolaise, pour sa conscience collective, à une vision écologique. C'est-à-dire que nous voulons que les Congolais soient sensibilisés, mais aussi outillés au respect de l'environnement, au respect des gestes écologiques, au respect de la nature. Et après, éventuellement, vous parlez là de politique, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la question écologique est aussi présente au sein des vestibules politiques sur le plan international. C'est-à-dire que la politique peut servir de plateforme d'expression ou encore de canal ou de rampe de lancement des idéologies. Parce qu'il est plus facile pour un parti politique d'imposer une idéologie ou une vision que parfois une ONG. Tout dépend des statuts que vous avez. Vous comprenez? Parce que je parle du statut, je parle dans le périmètre de prise de décision. Très souvent, les organisations non gouvernementales, donc les ONG, restent dans la dynamique de revendication. Mais les partis politiques ont cette facilité d'être présents dans la gestion de l'État, dans la gestion des programmes et des projets de société. Ils ont donc là la facilité de faire une impulsion idéologique. Donc c'est vrai qu'on peut arriver, peut-être pas maintenant, mais c'est vrai qu'il peut avoir ici une touche politique, mais qui serait, je pense, de couleur verte, c'est-à-dire de couleur écologique, de pensée et de vision écologique. Donc, c'est pas exclu, et on va y revenir. Alors, juste, j'ai remarqué dans vos explications, vous parlez plus du Congo. C'est vrai que vous êtes congolais, mais le nom de cette association, ONG, comme vous l'appelez, Éveil d'Afrique. Afrique, Congo. C'est vrai que le Congo est un pays d'Afrique. Alors pourquoi vous ne parlez pas de l'Afrique, mais vous parlez du Congo? Mais on parle toujours de quelque part. Ah d'accord. Ici, je suis né au Congo. Le Congo est où? Sur le continent africain. Mais après, il faut comprendre que notre vision, c'est d'élargir éventuellement la pensée écologique en Afrique. Voilà pourquoi la dénomination de l'ONG, c'est Éveil d'Afrique. Et tout à l'heure, lorsque je parlais de notre passage de association à ONG, donc par la mise en place des antennes, parce que nous avons eu cette chance ou cette occasion, cette opportunité de rencontrer beaucoup d'acteurs écologiques en Afrique, que je peux citer si vous me permettez. L'écolo Franck Abineza, qui est le président du Parti Vert au Rwanda, l'honorable Didas Pembe de la RDC, monsieur Napo Nassio du Togo plutôt, et madame Traoré Seydou
de la Guinée équatoriale. C'est pour dire que nous essayons là de pousser, de faire remonter la vision écologique sur le plan continental. Alors, écologie et l'Afrique, est-ce compatible? C'est déjà, merci pour la question, parce que ça a été l'objet d'une conférence où j'ai pris part, je crois il y a 2 ans de cela à Paris. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'écologie en Afrique? Alors, ça relève d'abord de l'essence même du comportement de l'homme noir. Excusez-moi, ça peut peut-être marquer les gens. Nous sommes quelque peu très... L'homme noir ou africain? Bon, je vais dire de l'homme africain, après, parce que je parle du continent. Le continent est pluriel. Voilà, mais je ne veux pas me mettre là dans un débat de race. Alors, on va parler de l'homme africain sur son continent. Nous vivons avec une forme de comportement écologique. Peut-être qu'on ne le sait pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons appris l'écologie. Hein. Mais vous pouvez partir dans des villages où des mamans, sans pourtant le savoir, vous diront que ces forêts-là, ça fait beaucoup d'années, nous ne coupons pas d'arbres à l'intérieur, nous les protégeons. Alors, vous pouvez leur demander pourquoi vous les protégez. Certains pourraient ramener le débat à certaines croyances mystico-culturelles ou traditionnelles, mais au fond, ça peut être une forme d'écologie. Je vous prends un exemple qui est très simple, qui aujourd'hui nous revient. C'est la gestion des tourbières dans nos forêts. Les peuples autochtones qui n'ont pas été formés comme nous sur la gestion et la protection des tourbières, qui sont là des zones de captation ou de séquestration de réserves de carbone. Mais ces pygmées, donc ces peuples autochtones, comme on les appelle, protégeaient ces zones de forêt, sans savoir qu'ils rendaient là un rôle important, un service important à la protection de la planète. Mais eux se disaient que c'était des zones sacrées. Donc nous profitons de cette forme sacrée, mais qui est en fin de compte une façon de protéger l'environnement et de respecter l'écologie. Donc c'est pour dire que l'homme noir, donc l'homme africain, pour prendre vos mots, l'homme africain, éventuellement, il n'y a pas d'antipathie ou encore il n'y a pas d'antagonisme entre l'Africain éventuellement et l'écologie. N'importe quand, l'écologie c'est un frein au développement. Plus d'industrie, plus de ceci, de cela. Il faut toujours couper des arbres pour faire les routes. Il faut couper les arbres pour construire les infrastructures. Alors, vous faites là, vous remontez une pensée capitaliste. La pensée des climato-sceptiques. Je vais vous faire un petit résumé. Vous savez, l'industrialisation du XVIIIe siècle, siècle de la révolution industrielle, nous sommes lancés, donc les grandes puissances se sont lancées dans une forme d'industrialisation rapide pour atteindre l'émergence économique. Éventuellement, cette industrialisation, cette forme d'économie a été très fossile et forte en émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables de la dégradation de la couche d'ozone, facilitant ainsi la pénétration des rayons ultraviolets. Excusez-moi pour le domaine un peu technique, je vais chuter en disant que c'est vrai que le développement des infrastructures, des entreprises, des routes, de l'innovation technique et technologique a poussé une forte déforestation et une forte pollution. Mais après, il y a eu une prise de conscience qui est partie déjà du protocole de Kyoto, du sommet du Rio, et ensuite l'instauration des COP, Conference of Parties, donc les conventions cadres des Nations Unies sur les changements climatiques. Il y a eu là une prise de conscience des industriels, notamment des pays pollueurs, qui ont compris que nous sommes lancés dans la course vers le développement. Est-ce que c'est vrai, c'est beau, sans vous couper, ce discours, c'est beau à entendre. Est-ce que l'Africain lambda, comme on le dit, comme dirait Maman, le Guandanais lambda comprendrait ce genre de discours. Lui, il a besoin de vivre, de manger chaque jour, d'aller à l'hôpital, de se déplacer, de rentrer aussi un jour dans un métro, dans un train à grande vitesse. Est-ce que les Kyoto et autres... Il y a eu une prise de conscience de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que la pollution, la dégradation, la disparition de nos forêts entraînerait la disparition de l'homme. C'est une évidence. Ça peut durer 100 ans, 200 ans, 400 ans, voire 1000 ans, mais l'écologiste est un visionnaire. Alors, l'antagonisme dont vous dites, vous faites là une très belle analyse. Hein. Aujourd'hui, il y a un nouveau concept qu'on appelle le développement durable. Qu'est-ce qu'un développement durable? C'est en même temps se lancer dans un processus économique qui est celui de construire des routes, des infrastructures, des bâtiments, relancer l'économie. Mais tout ceci doit se faire en respectant l'environnement. C'est-à-dire
que si nous utilisons un véhicule, si nous créons ou nous fabriquons un véhicule, ou nous avions fabriqué un véhicule qui polluait, réfléchissons avec les scientifiques comment refaire le même véhicule, plus sophistiqué, mais moins polluant. Est-ce que vous comprenez? Nous allons abattre les arbres pour faire nos sièges. Je pense que la chaise sur laquelle nous sommes assis, cette chaise-là, elle est faite de bois. C'est un arbre qui a été abattu. Mais la pensée écologique n'est pas de dire on coupe plus les arbres. Mais lorsqu'on coupe, on replante. On coupe un arbre, on en replante 4. C'est une politique de prévision et de gestion responsable de nos ressources naturelles. Voilà la pensée écologique qui peut quelque part être convergente à la pensée économique. Voilà pourquoi on appelle ça un développement durable ou encore une croissance économique verte et inclusive. J'ai envie de vous poser, d'où viennent vos engagements écologiques? Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire rire. Je vais être très ouvert, parce que si je développe encore ici des procédés scientifiques ou des thématiques techniques, vous me direz que le Congolais lambda ou le Gondwanais ne comprendrait pas. Je vous dis à cœur ouvert, c'est peut-être une anecdote. C'est lorsque j'ai suivi un clip de Michael Jackson. J'étais très petit, c'est avant les événements de 1997. C'est quel titre déjà? In the World de Michael Jackson, c'est-à-dire que guérir le monde. Et je me suis dit, quel est le message derrière ce clip? Et je remercie, je crois, le monteur ou le réalisateur, je ne suis pas un professionnel de la musique. C'est-à-dire, il y avait des scènes où il y avait un éléphant mort, et je ne sais pas s'il repiquait l'image, et que l'éléphant se relevait. Il y avait un arbre abattu, et l'arbre remontait, reprenait vie. Alors, le message de fond, j'étais très jeune, je peux avoir peut-être 10. Donc on peut dire que ce clip a réveillé votre âme d'écologie. A réveillé l'âme d'écologie. Et ensuite, il y a un fait marquant. En 97, je suis au CM2. Donc lorsque les événements arrivent de 97, il faut quitter Brazzaville pour Pointe-Noire. Et nous traversons le Mayombe. Donc il faut partir en véhicule. Nous traversons le Mayombe. Ça veut dire qu'à l'école primaire, les concepts de géographie, de relief, d'hydrographie que monsieur le maître, comme on disait à l'époque, nous apprenait, donc le massif du Chahut, le fleuve Congo, la savane, les plateaux Batéké, les vivres, donc vivre la forêt du Mayombe en traversant, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore cette route Brazzaville-Pointe-Noire, il fallait passer par des sentiers et des routes en terre. On était vraiment, vraiment en contact avec la nature. Et quelque part, c'était de dire que finalement, ce que le maître disait en classe, c'était vrai. La forêt du Mayombe existe. Et ce décor, ce paysage, ce contact avec la nature ont suscité après en moi cette âme d'écologiste, cette pensée du vert. Alors, quels sont vos gestes écologistes quotidiens? Est-ce que vous avez des gestes, j'imagine? J'ai envie de dire que toutes vos questions relèvent de conférences. Toutes vos questions ressemblent à des thématiques de conférences. Les gestes écologiques au quotidien. C'est encore une conférence qui est prévue au sein de notre ONG. J'ai l'impression que c'est comme si vous lisez dans mes idées. Non, en fin de compte... vous êtes un écologiste, c'est normal. Oui. Vous devez avoir des gestes écologistes. Les gestes écologistes sont lesquels? C'est déjà, je peux vous dire une chose, c'est que dans la consommation de notre énergie, il faut veiller, c'est des comportements très simples, veiller à la réduction de la perte d'énergie. Je prends un exemple très simple. Vous et moi, nous sommes sur ce plateau. Je vais vous poser une question, je ne sais pas. Est-ce qu'en sortant de chez vous, le matin, vous avez éteint toutes les lampes? Peut-être, peut-être. C'est dans les habitudes. Alors là, vous avez déjà posé un acte qui est très écolo. Ensuite, essayez de planter un arbre chez vous. Pourquoi il faut planter un arbre chez nous? Nous devons lutter contre la déforestation et la désertification. Beaucoup de Congolais pensent que le fait que nous soyons sur l'axe de l'équateur, donc en une zone équatoriale et tropicale, nous sommes épargnés des impacts du changement climatique. C'est faux. Si nous continuons à abattre les arbres et de ne pas en planter, je pense que nous allons avoir une modification de microclimat. Voilà pourquoi je pense que hier, ceux qui ont réfléchi sur le plan directeur de la ville de Brazzaville ont eu là une touche totalement écologique. Ils ont planté des forêts urbaines qui sont des forêts artificielles. Je prends le cas de la Patte d'Oie. Ils ont gardé des forêts primaires, l'Orostom et d'autres réserves que nous avons. Tout simplement, c'est pour vous voir, tout simplement parce qu'ils ont compris le rôle plutôt que joue un arbre. Et donc, je vous, monsieur Mano Maner, je sollicite, je vous conseille de planter, de toujours avoir un arbre chez vous, d'avoir une gestion réfléchie de l'énergie. C'est très important. Des pertes d'énergie,
c'est pas bien. Il faut planter les arbres chez nous. Il faut consommer écolo. Il faut consommer bio. Il faut réfléchir... Donc ça, ce sont des gestes écologistes. Ce sont des gestes écologiques, mais qui sont toujours pas... Il y a des gestes qui sont faits dans le quotidien et il y a des gestes que nous pouvons faire pour le long terme. Alors, que répondez-vous à certains qui pensent qu'il n'y a pas d'écolo en Afrique et que c'est difficile de devenir écolo en Afrique? Alors c'est un point de vue. Il n'y a pas d'écolo africain? Alors je dis que c'est un point de vue. Vous savez, qui disait que la contradiction, quelque part, elle est importante. Hein. Je vais vous dire, aujourd'hui, il n'y a pas seulement que des gens qui pensent qu'il n'y a pas des écolos en Afrique. Certains pensent même qu'il n'y a pas d'écolos, en fin de compte. Non, il y a des écolos en Afrique. Il y a des gens qui, jour et nuit, réfléchissent tout simplement. Comment aujourd'hui... Non, ils disent que ce ne sont que des discours. C'est comme être communiste en Afrique, c'est comme être socialiste en Afrique. Ils pensent que ce ne sont que des discours parce que dans la pratique, on ne sent pas qu'ils sont communistes ni ou socialistes. Ils sont plus capitalistes. Alors là, est-ce que vous comprenez leurs doutes? Vous mélangez plusieurs concepts et je vais essayer de les placer par registre. Non, je dis comme les socialistes, voilà, comme les communistes. Voilà, pour revenir sur l'écologie. L'écologie. Pour revenir sur l'écologie, aujourd'hui, exprimer sa pensée écologique ou matérialiser sa pensée écologique, c'est déjà d'avoir ici l'autorisation de le faire. Nous sommes une organisation non gouvernementale. Nous réfléchissons tout simplement sur la sensibilisation des jeunes à lutter contre les impacts du changement climatique. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous ne sommes pas arrêtés qu'au discours. Je profite donc de ce plateau pour vous rappeler que nous avons acheté d'abord 15 hectares de terrain dans la zone de Mbono pour faire du planting. Nous avons lancé un programme d'agriculture climato-intelligente au niveau de Boissa. Nous avons formé des jeunes sur le calcul des projets RED+, et le calcul des émissions de gaz à effet de serre, avec le partenariat éventuellement du ministère de l'économie forestière, notamment de la coordination nationale RED+, au niveau d'Oyo, de Pointe-Noire et de Brazzaville. Là, je parle de notre ONG. Ensuite, il y a, je pense dans les pays, je parle des pays ouest-africains, où il y a des grands projets aujourd'hui. Je prends le cas du Maroc. Le Maroc est parmi les pays dans le monde qui ont initié la transition énergétique, c'est-à-dire avec l'utilisation des énergies renouvelables. Ils vont vers tout simplement l'arrêt de toute énergie fossile, en passant par le solaire. Donc ils vont initier le solaire, l'éolien. C'est pour dire qu'il y a des grands projets, il y a des grands engagements écologiques sur le continent africain. Et je vais vous dire une chose qui est très importante. Aujourd'hui, l'Afrique est parmi ces continents qui réellement jouent un rôle très important dans le cadre de la protection de l'environnement. Pourquoi? Parce que, permettez-moi de pousser cette idée, nous avons un poumon forestier qui est très important, qui est une réserve en termes de carbone. C'est le bassin du Congo. Je ne sais pas si vous êtes au courant du projet Fond Bleu, initié par le chef de l'État avec ses pairs de l'Afrique centrale, un très bon projet qui est celui de réfléchir au financement, au développement économique de ces pays-là, tout en respectant l'environnement. Parce que les forêts du bassin du Congo et les forêts du Bornéo-Mékong, donc dans la zone de l'Asie et de l'Amazonie en Amérique, jouent un rôle important pour la réglementation ou la régulation du climat mondial. Ça veut dire que l'Afrique joue un rôle très important. Et pour terminer sur le paragraphe africain, parce que vous avez suscité un peu l'engouement en moi lorsqu'on parle d'Afrique, l'Afrique joue un rôle très important. Pourquoi? Parce qu'en même temps, l'Afrique doit lutter contre la pauvreté. L'Afrique est un continent émergent, qui va à l'émergence. Ce n'est pas un continent qui a atteint l'émergence, mais qui s'engage à l'émergence. On ne dit plus pays en voie de développement. On dit plus pays, non, on ne dit plus pays pauvre. On dit maintenant pays en voie de développement ou en voie d'émergence. Donc en même temps, nous devons lutter contre les impacts du changement climatique dont nous ne sommes pas les responsables. Et en même temps, nous devons lutter aussi contre la pauvreté. Alors, il fallait réfléchir à un mécanisme qui pouvait joindre les deux bouts. C'est le mécanisme du développement durable. En même temps, on se développe, en même temps, on protège notre. Donc on peut être écologiste africain. Mais bien entendu. Mais qui avez-vous en face de vous? Qu'est-ce qui est écolo chez vous? Alors, chez moi, personnellement, j'ai planté 3 arbres. Et ça, tout le monde le sait, ceux qui viennent chez moi. J'ai une gestion très réfléchie de l'énergie. J'ai une politique très disciplinée sur le gaspillage. J'essaie de réfléchir sur tous les projets sur lesquels j'investis. Est-ce qu'il y a une norme d'impact environnemental et social? Et c'est un comportement que j'ai inculqué à mon entourage, sans être un dictateur.
mais que j'inculque un peu plus à ma descendance, donc à mes enfants. Alors si on vous posait la question, qu'est-ce qui n'est pas écolo chez vous? Qu'est-ce qui n'est pas écolo chez moi? C'est mon mode de transport. Je ne vole pas. Je prends les modes de transport. Vous prenez l'avion? Je prends l'avion et parfois trop même. Mais le problème ici, c'est de voir. Je voyage pourquoi. Je voyage quand c'est important. Sinon, vous n'allez pas me dire que de marcher d'ici jusqu'à Paris ou d'ici jusqu'à Pointe-Noire. Je prends l'avion, je prends le bus, je prends le train, je prends le bateau. Vous favorisez aussi les émissions de dioxyde de carbone? Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, je suis un consommateur. Nous sommes des consommateurs, nous ne sommes pas des innovateurs dans ce sens-là. Mais s'il faut que je parle au nom des innovateurs, l'innovation technologique n'est pas en contradiction avec le respect de l'environnement ou la pensée Utiliser des boissons écologique. en plastique. J'arrive. Dans le sens où un avion qui émet, qui pollue, parce que le fabricant ou le créateur construit son avion aujourd'hui, mais après il réfléchit comment construire le même avion tout en réduisant l'impact carbone. C'est ça la pensée écologique. Peut-être que nous allons atteindre aujourd'hui des modes de transport 100% hybrides. Je prends un exemple très simple, je vais chuter par là. La compagnie Volkswagen, qui est un fabricant de véhicules, Volkswagen aujourd'hui a initié une transition énergétique dans ses véhicules, dans le sens que des véhicules qui passent à l'hybride, c'est-à-dire des véhicules électriques. Mais c'est vrai pour certains, c'est encore un projet, mais c'est déjà là un bon signal. Ça, vous comprenez. Qui sait, peut-être que dans 20 ans, tout passera à l'hybride. Tout passera à l'électrique. Donc vous êtes choqué lorsque vous entendez que le changement climatique est inexistence, que le changement climatique n'est qu'un mythe. Vous comprenez cela? Est-ce que cela vous choque? Que ce n'est qu'un mythe? Il y a même des grands présidents de ce monde qui ne croient pas au changement climatique, qui disent que ce n'est qu'un mythe. Mais c'est très bien, c'est même philosophique. Savez-vous qu'il y a des gens qui ne croient pas au VIH-Sida, comme il y a des gens qui ne croient pas à la Covid-19? C'est pour dire que le monde est fait de contradictions. Le monde est fait d'un camailleux idéologique. Est-ce que vous comprenez? Il y a un président. De tels discours, ça vous fait quoi? Mais je ne peux qu'être écœuré. Lorsque vous avez un président comme celui du Brésil, Jair Bolsonaro, qui ne croit pas aux impacts du changement climatique. Lorsque vous avez Donald Trump, mais après, chez le président Trump, ça se comprend. C'est un capitaliste, c'est un homme d'affaires. Donc aujourd'hui, chez lui, la pensée écologique ne peut qu'être réduite parce qu'il a un engouement très axé au développement économique. Et il pense, et il a très souvent pensé que ceci serait un frein à son élan économique. Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce qui n'est pas écolo chez vous. Je m'attendais que vous me citiez par exemple un seau plastique. La majorité des Africains, aujourd'hui, ça ne manque pas de seaux plastiques à la maison, des brosses à dents plastiques. Vous n'allez pas me dire que votre brosse est en bois. Je vais vous dire une chose. Et des sandales. Et vous utilisez aussi le courant de la SNE. Je peux parler? Vous avez aussi un ordinateur? Éventuellement. Tout faux. Ah d'accord. Je dis bien tout faux. Vous n'avez pas un ordinateur? Non, j'ai un ordinateur, je dis tout faux sur la compréhension des faits. Je vais vous expliquer. Les gens ont peut-être mal compris c'est quoi l'écologie. Les gens disent que vous utilisez un seau plastique. Bon, prenons un exemple. Entre une brosse à dents plastique et une brosse à dents en bois, je vous pose la question. Quel est le matériel qui a suscité plus non pas de pollution, mais qui a suscité une dégradation de la forêt? Mais si c'est en bois, ça veut dire que ça vient de la forêt. Donc le plastique. Mais non, si c'est en plastique, alors là vous me rejoignez pour vous dire que aujourd'hui, l'important c'est quoi? Le plastique, c'est ce qu'on appelle le recyclage. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la même brosse à dents, une fois que vous l'avez utilisée, qu'elle n'est plus en état d'être réutilisée, vous jetez. Il y a des sociétés de recyclage qui prennent la même brosse avec des procédés chimiques. Ils vont fondre la brosse pour en refaire une autre brosse. Et donc là, c'est écolo. Et c'est même ce qu'on appelle la chaîne de valeur de la gestion et du traitement des déchets. C'est comme disait quelqu'un dans la loi d'Avogadro. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un cycle. Nous n'allons rien perdre. On utilise, on jette.
on prend, on transforme. Donc et ça le recyclage. Le recyclage est une normalisation écologique. Alors, je trouve un monsieur en face de moi, en costume cravate. Et j'imagine, combien de costumes avez-vous déjà, si ce n'est pas indiscret? Beaucoup. Alors, vous aviez beaucoup de costumes, vous avez dit, plusieurs chemises, j'imagine. Alors, on parle de show, de slow fashion. Les adeptes du slow fashion pensent qu'on n'a pas besoin de produire plus de vêtements. Non, en fait, on devrait limiter la production parce que vous participez à la destruction aussi de la nature. Éventuellement, c'est une pensée qui est née dans les studios de mode en Italie et aux États-Unis. C'est même un fondement d'une pensée que je trouve totalement louable. C'est-à-dire que, comme je dis, c'est dans la réduction du gaspillage. Est-ce que vous comprenez? Il y a des tissus, je prends l'exemple comme la laine, où il faut éventuellement abattre des animaux pour avoir ces tissus. Vous avez plusieurs costumes, plusieurs chaussettes. Vous poser une question, le fait que vous abordez un peu le côté habillement. Je ne porte pas des chaussures 100% croco. Parce que c'est un crocodile. Même si on vous l'offre. Encore que si on me l'offre, mais est-ce que le Congolais lambda offre une chaussure croco à n'importe qui? C'est un exemple. C'est une question économique. Si vous me l'offrez, je prends. Ah bon? Si vous me l'offrez, je prends. Alors, c'est pour dire que c'était de réfléchir comment on pouvait rester dans nos habitudes d'habillement, mais tout en respectant, en réduisant tout simplement la dégradation de notre environnement, de notre nature. Parce qu'il faut rappeler que lorsqu'on parle d'environnement et de nature, on parle de flore et de faune aussi. Est-ce que vous comprenez? Parce que s'il faut tuer tous les crocodiles pour en faire des chaussures, permettez-moi la citation, les chaussures Weston, on est là, on pose là un acte qui est contre la planète. Donc ce slow fashion était de voir comment on pouvait faire une forme d'imitation, mais qui ne répond pas je dirais, à l'existence même ou au vrai tissu. Donc vous n'êtes pas écolo à 100%, on peut dire, monsieur... L'écologie est une forme de pensée. Et lorsqu'on défend une forme de pensée, on est un leader d'opinion. Lorsqu'on est un leader d'opinion, on veut amener les gens à comprendre des faits. On n'est pas peut-être celui qui change les choses, mais on est peut-être celui qui amène les gens à changer la perception des choses. Mais vous avez des produits de beauté, par exemple, fétiches. Fétiche, c'est-à-dire? C'est-à-dire, vous avez l'habitude de mettre certains produits de beauté. Mais bien entendu, en parlant de ça, mais j'utilise tout ce que j'utilise est bio. Ah bon? Bio. Du savon? Bio. Ah d'accord. Donc pas de transformation abusive. Bien entendu. Alors, quelles sont les actions que vous avez déjà menées depuis que vous êtes écologiste? Ah voilà, des actions de l'ONG ou mes actions personnelles, parce que après, mes actions personnelles ne pourraient être que noyées plutôt dans les actions de l'ONG, tout simplement, parce que nous avons initié tout à l'heure, je l'ai dit, mais c'était un peu de façon ramassée, un vaste programme de planting au niveau après le pont du Dieu en Bono. Et là, nous sommes en train d'acquérir des terres à Mati pour faire de l'agriculture climato-intelligente, comme nous avons fait à Boissa. Et nous sommes suivis à travers le monde. Vous parlez de Mbono. Mbono, c'est où? Ah oui, vous êtes à excusez-moi. Mati, c'est où? Oui, ça veut dire. Mbono, c'est la sortie sud de Brazzaville, donc après le pont du Dué. Nous sommes là à Brazzaville. Et Mati, c'est la sortie nord, avant d'arriver aux 45 km de Brazzaville. Et lorsque je parle de Boissa, éventuellement, c'est à l'intérieur du pays. Donc, je disais, nous avons beaucoup de projets, mais il faut noter que quelque part, les projets ont été un peu mis en suspens avec la pandémie qui nous touche. Ça a quelque part réduit un peu toutes nos activités. Donc, nous prions, nous souhaitons, d'autant plus que la vie va reprendre, qu'il y aurait une normalisation de toutes les activités et nous allons continuer avec nos projets. Alors, aviez-vous déjà assisté ou participé à des réunions sur l'écologie? En tout cas, oui, parce que j'ai pris part à Marrakech, à la COP 22 à Marrakech, au Maroc, COP 23 à Bonn, en Allemagne, Katowice en Pologne et récemment à Madrid en Espagne. Alors, quel est votre regard sur l'action ou les actions du gouvernement congolais dans votre domaine? Il faut noter que, je vais vous dire quelque chose de très capital, le Congo est très bien perçu sur la question climatique. Aujourd'hui, le gouvernement congolais mène des actions très importantes et louables dans le cadre de la protection de nos forêts.
Il faut noter qu'aujourd'hui, nous avons initié beaucoup de projets. Je parle là du gouvernement, pas quand je dis nous. Hein, le gouvernement a initié beaucoup de projets, notamment dans le cadre du respect d'abord de l'arbre, de la protection des forêts. Et là, il faut noter que le Congo joue un rôle important parce que nous sommes dans l'initiative des arbres tropicaux, c'est-à-dire que dans un projet qui est important, un projet protection des forêts du bassin du Congo. Et à cela, on a un programme national de reboisement et d'afforestation, le PRONAF. Nous travaillons avec le programme RED+, réduction des effets dus à la déforestation et à la dégradation des sols. Donc des bonnes notes sur... il faut dire que le gouvernement, dans ce sens-là, c'est vrai que je ne viens pas sur ce plateau pour faire l'apologie ou l'allégeance au gouvernement, mais je pense qu'il faut reconnaître que le gouvernement congolais, aujourd'hui, fait éventuellement beaucoup d'efforts dans le cadre de la protection de l'environnement. Attends, en tant qu'ONG, quelles sont vos revendications? J'imagine que vous avez des revendications. Nous avons beaucoup de revendications et merci pour cette question. Et aujourd'hui, nous sommes sur le problème de la protection des forêts urbaines au niveau de Brazzaville. Nous notons qu'il y a malheureusement beaucoup d'incivisme, c'est-à-dire que lorsque vous rentrez, je prends le cas de la forêt de la Patte d'Oie aux abords du boulevard, on note aujourd'hui qu'il y a des Congolais mal intentionnés qui, pour des raisons quelconques, hein, arrivent à abattre les arbres, je pense pour faire du charbon de bois ou quoi, mais tout simplement, ce sont là des actes inciviques que nous déplorons. Et ensuite, on a une grande revendication, c'est au niveau de la ville de Pointe-Noire. Et là, c'est une revendication que nous formulons à l'endroit des sociétés pétrolières. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelque part, il faut que ces sociétés-là arrivent tout simplement à faire des études d'impact environnemental et social. Moi, je me souviens, il y a 5 ou 6 ans, dans le quartier Raffinerie, à Pointe-Noire, à partir de 17 ou 18 heures, on avait comme une odeur d'œuf pourri plutôt. C'est-à-dire que comme une odeur de soufre. Tout simplement parce que lorsque, je ne vais pas citer comme ça l'entreprise ou la société, mais les gens vont comprendre. Donc, lorsque cette société travaillait, souvent on avait cette odeur-là. Et cette odeur est très toxique pour la santé. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, au niveau de Pointe-Noire, on a un autre problème. Il manque assez d'espace vert dans la ville de Pointe-Noire. Je ne sais pas si vous fréquentez beaucoup, vous allez beaucoup à Pointe-Noire, vous allez vous rendre compte qu'on a un problème. Il faut réfléchir sur une arborisation de la ville. À Brazzaville encore ça va, sauf des cas isolés d'incivisme, mais à Pointe-Noire, on note vraiment que la ville, on étouffe. Et le microclimat de la ville est un peu trop concentré, on a l'impression d'être étouffé, tout simplement parce qu'il manque des zones de planting, des zones d'espace vert où on peut se récréer, où on peut changer un peu d'air. Alors, parlons du changement climatique. Alors, le changement climatique, est-ce qu'on peut dire que le Congo-Brazzaville est protégé? Alors, très bonne question. Déjà, avant de répondre à votre question, il faut noter que nous sommes un pays qui pollue presque pas. Donc nous ne sommes pas un pays pollueur? Non, nous ne sommes pas un pays pollueur. Et l'Afrique en général est pollueur? Non, l'Afrique en général ne pollue pas. Pourquoi je le dis? Comment reconnaître qu'un pays pollue ou pas? C'est de faire tout simplement cette balance entre le taux d'émission de gaz à effet de serre et le taux de séquestration de gaz à effet de serre. Là encore, je vais m'expliquer. C'est-à-dire, l'émission, c'est le taux de pollution, nos véhicules, tout ce que nous utilisons. Combien de taux, quel est le taux que nous émettons de gaz à effet de serre qui sont polluants et qui dégradent éventuellement la couche d'ozone? Donc, nous émettons peu, nous polluons peu. Mais par contre, nous séquestrons. C'est quoi la séquestration de carbone? Parce que là, il faut expliquer. La séquestration de carbone, ça veut dire que nos arbres, donc les arbres que nous avons, une fois que ces gaz arrivent sur la couche d'ozone pour dégrader, donc pour trouer, j'emploie les mots les plus simples, pour trouer la couche d'ozone, nos forêts retirent. Donc nos forêts jouent un rôle de purificateur. Donc pour revenir sur votre question, mais nous ne sommes pas épargnés des impacts du changement climatique. C'est vrai que nous ne vivons pas de plein fouet, un peu comme en République centrafricaine, au Tchad, au Niger, où nous voyons réellement une avancée de la désertification. Nous sommes quand même un peu épargnés de cela, mais nous vivons des impacts. Je prends le cas avec des étiages et des crues au niveau du fleuve Congo. Il arrive des moments où le fleuve monte et d'une façon très prononcée. Et ceci démontre que tout simplement, c'est là des formes un peu des impacts du changement climatique. Et quelque part, je vais finir par là aussi, excusez-moi, nous sommes encore en saison sèche, mais bientôt, vous allez remarquer qu'en faisant des pluies, nous atteignons parfois des hausses de température.
Et ensuite, il y a aussi une question dans les hausses de température. Il faut noter qu'à l'époque, il y avait un respect, c'est-à-dire qu'on pouvait aujourd'hui faire une prévision sur les saisons sèches, les saisons de pluie. Mais aujourd'hui, on note une forme de bouleversement. Et c'est ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Parce que très souvent, nous faisons cette concordance, ou encore cette nuance-là, ou l'ombroglio, une confusion entre dérèglement climatique et changement climatique. En fin de compte, ce n'est pas toujours le climat qui change. Mais très souvent, il est déréglé, le climat. D'accord. Voilà. Alors, je constate que votre ONG est très active. On la voit ici et là. Alors, comment faites-vous pour financer vos activités? Ah, très bonne question. Ma réponse, elle relève de la conventionnalité éventuellement du fonctionnement des organisations. Nous vivons de cotisations statutaires, de dons et de legs. Et je profite sur ce plateau de le dire encore devant les téléspectateurs que l'ONG Éveil d'Afrique n'a pas de parrain, n'a pas de sponsor. Il n'y a pas derrière l'ombre d'un quelconque financier qui nous faciliterait quelques avantages. Non. Cette organisation vit des cotisations de ses membres que j'apprécie beaucoup, que je félicite et que je salue. Donc, est-ce que Ahmed Huguen Kaya Mikala est-il membre d'un parti politique? Je n'ai jamais milité dans un parti politique. Pourquoi? Tout simplement... La politique ne vous dit pas? Non, je ne dis pas. Faisons bien le distinguo. Je ne dis Donc, pas que je ne fais pas de la politique. Vous n'avez jamais milité? Je n'ai jamais milité. Mais en 2012, vous aviez été candidat aux législatives à Mukondo où vous aviez été écrasé, pas battu, mais écrasé. Vous aviez... Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce passage, sur cette expérience en 2012? Je ne sais pas, lorsqu'on est 3e sur 11 candidats... Si on ah, vous étiez 3e? Si on est 3e, je ne pense pas qu'on peut être écrasé. Si on est 3e sur 11 candidats, et que dirait le 11e si moi j'ai été écrasé? Il a été anéanti. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce passage? C'était une très bonne expérience pour moi. C'était mes premiers pas en politique. Qui vous finançait parce que vous n'avez jamais été membre? On sait qu'est-ce que les campagnes électorales impliquent au Congo. Une véritable aventure humaine. Une véritable aventure de jeunes. Nous avions 25 ans à l'époque, mes amis et moi. Et je me souviens, c'est un ami qui dit, président, tu dois être candidat. Il fallait avoir 100 000 francs seulement. Et je me souviens que nous avons fait des petites cotisations de 10 000 francs chacun. On était 10. Nous avons eu 100 000 francs. Et je me suis présenté aux élections législatives. Les messages, c'était quoi? Les messages, voilà. On chantait pas Solambc. Bien au contraire. Ah, bien au contraire, nous sommes partis dans une dynamique où nous revendiquons l'implication des jeunes, ou encore la prise en compte des jeunes dans les instances de prise de décision étatiques. Est-ce que vous comprenez? On était jeunes. Il faut dire que vous étiez très actif jusqu'en 2017. Très actif dans les revendications politiques. Après, éventuellement, ce que vous dites, nous avons rencontré quelques obstacles. Jeunes, nous pensions que la politique ne suffisait qu'à avoir de bonnes idées. Est-ce que vous comprenez? Ce qui est une logique. Mais après, nous avons eu des obstacles sur le point financier. Je prends un exemple. Vous amassez des foules devant vous, vous parlez, vous conseillez la jeunesse. Ils comprennent. Mais à la fin, on vous dit... Conscientiser, c'est mieux. Oui, mais on vous dit à la fin que l'autre candidat a fait comme vous, mais à la fin, il a remis 10 000 francs à chacun. Mano Maner, vous avez 400 personnes en face de vous, vous êtes une bande de 5 jeunes, et peut-être que dans la poche, vous n'avez que 20 000 francs chacun, vous avez 400 personnes à qui vous devez donner 10 000 francs. Comment vous allez faire? Vous qui pensez qu'en conscientisant, vous avez rappelé à ces jeunes les valeurs, les vertus, le développement économique, la prise en charge des jeunes par des idées novatrices. Mais à la fin, on vous dit, mais comme vous dites, Tokomela Wapi. Ça a été vraiment un obstacle pour nous. À un moment, je me suis dit, j'arrête la politique. Mais après, j'ai compris que lorsqu'on frappe une porte et qu'elle ne s'ouvre pas, on peut contourner en étant astucieux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous considérer comme un acteur politique? Alors, je ne m'attribuerai pas ce statut-là, parce que pour moi, qui est politique et qui ne l'est pas? Mais si je pense que je suis celui qui... Vous préférez qu'on vous appelle écologiste? Écologiste, libre penseur. Un libre penseur, c'est celui qui a toujours voulu faire entendre ses propositions. Vous êtes aussi architecte de formation? Architecte de formation, ça c'est mon métier. Ah d'accord, vous pratiquez toujours? J'ai mon cabinet, Mivam Service. Vous me permettez la publicité donc? Non. Voilà.
ma question était simple, si vous pratiquez encore. Parce que, apparemment, l'écologie, vous dormez, vous vous réveillez. Mais on ne filme pas les activités d'architecture. Ah, d'accord. Donc, donc, on peut retenir que vous étiez en face d'une jeunesse qui réclamait plus et qui en demandait. Et vous aviez été confronté avec la réalité où vous n'avez rien dans la poche. Et si on vous posait la question de savoir quel est le regard que vous portez sur la jeunesse congolaise? Je vis dans cette jeunesse. J'ai toute mon enfance, toute mon adolescence, été dans les mouvements et associations de sensibilisation, de conscientisation. Monsieur Mano Maner, sur ce plateau, je vous dis, nous avons une jeunesse très compétente. Tout est question de savoir utiliser les potentialités de ces jeunes et comment les orienter. Une fois que nous aurons compris ce mécanisme-là, je vous dis que la jeunesse congolaise, et je fais ce pari sur ce plateau, si la jeunesse congolaise est bien orientée, bien formée, je vous dis que nous avons des génies dans tous les secteurs. Et d'aucuns vous diront que cette jeunesse est pressée, elle court derrière le temps. Cette jeunesse... Elle est avide d'argent. Non, il faut comprendre une chose. Elle a trop soif d'exister. Il faut comprendre une chose avec cette jeunesse-là, c'est qu'elle a manqué de référentiel. Elle a manqué de modèle. Et vous qui êtes un habitué à recevoir parfois nos amis musiciens, hein, quelque part, le jour où j'aurai l'occasion, parce que je les fréquente rarement, de leur rappeler une chose, que nos musiciens doivent aussi faire un grand effort à conscientiser les jeunes. Parce que nous consommons tous la musique. Mais aujourd'hui, il y a un problème. C'est que les musiciens ont chanté la richesse. Ils ont chanté le pouvoir. Ils ont chanté la beauté. Mais ils n'ont pas chanté les vraies valeurs. Ils n'ont pas chanté le travail. Il y a eu quelques-uns. Parce que le problème du jeune, vous posez là une très bonne thématique. Tout le monde veut être riche. Le jeune va avoir la belle villa, la belle voiture, avoir le pouvoir. Le jeune veut ressembler à XY. Mais est-ce qu'on a dit aux jeunes comment XY est devenu comme ça? Est-ce que vous comprenez? Lorsque le Donc musicien, elle manque de repères. Elle manque de repères ou d'orientation. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nos musiciens, pourquoi je parle de la musique? Parce qu'elle n'a pas de frontières, elle rentre partout. Elle ne demande pas un mot de passe ou un visa. Elle vient vers. Est-ce que vous comprenez? Donc si aujourd'hui, si vous me permettez de parler d'un musicien dont j'ai écouté, bon, j'ai oublié le nom, mais il y a une chanson où, je crois que c'est Vieux Thomas, je ne sais pas c'est de qui le musicien, parce que je consomme rarement la musique, Trésor Voulant, voilà, qui faisait un peu une forme d'illustration, est-ce que vous comprenez, de ce qu'un homme doit faire pour réussir. C'est-à-dire ne pas toujours se comparer, mais quand tu veux te comparer éventuellement pour réussir comme lui, essaie de t'inscrire dans la dynamique de travail. Si nous chantons aux jeunes pour devenir un grand présentateur comme Mano Maner, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup travailler. Le jeune Mali, il va travailler. Mais s'il veut avoir le beau costume de Mano Maner, il faut comprendre comment avoir le beau costume de Mano Maner. Ça passe par le travail. Alors, il y a une autre jeunesse aussi, celle qui s'égare, qu'on appelle communément bébé noir. Quel est ton avis sur ce phénomène? Je les considère comme la jeunesse, oui, elle est égarée, mais je pense que les dirigeants ou encore les acteurs de la société civile, donc je prends les dirigeants, je prends les acteurs, nous aussi éventuellement, nous ne jouons pas assez notre rôle. Pourquoi je vais vous le dire? Parce qu'au fond, M. Mano Maner, j'ai grandi dans le milieu un peu du sport de combat. Et très souvent, ces jeunes, à 80%, sortaient de ces milieux-là. Au fond, il n'y a pas de revendication politique. Il n'y a pas de désir de haine. Il n'y a pas une volonté naturelle de faire mal. Mais c'est une question d'oisiveté. Ils ne sont pas utilisés, ces jeunes-là. Ils traînent. Or, l'oisiveté peut être génératrice de beaucoup de vices. Si on pouvait orienter, former ces jeunes-là, on en ferait des citoyens modèles de la société. Et il y a un autre problème. C'est là où je me dis que nous devons travailler avec les forces de l'ordre. Vous pouvez mettre ces jeunes en prison pour 5 mois, 3 mois. Mais si vous ne les éduquez pas, quand ils sortent de prison, ils gagnent en échelon. Moi, je me souviens, lorsque nous faisions du sport de combat, la plupart des jeunes disaient que j'étais déjà en prison, je suis sorti. C'était même une fierté pour eux. Permettez-moi de dire en lingala, comme il disait, la côté Kumba, la bimi. Donc c'est comme si au sein que la prison c'est pour tout le monde.
Non seulement pour tout le monde, mais il gagnait encore un peu plus au respect parce qu'il est allé en prison, il est revenu. Et là, il a récidive. Comme partout dans le monde, Comme aux partout dans le États-Unis, monde, voilà. Sortir de un prison, musicien qui ne parle pas, un artiste qui ne parle pas de prison n'est pas respecté. n'est pas respecté. Alors, il faut occuper ces jeunes-là. Et quelque part, on a l'impression qu'en filigrane, il y a comme une forme de manipulation. C'est comme si cette situation aussi arrangeait certaines personnes. Je ne sais pas, mais vraiment essayons de prendre vraiment cette question-là en urgence. Et puis, il faut comprendre une chose, que le civisme est un domaine très important. Est-ce que vous comprenez? Et dans certains pays, c'est un ministère qui est très important. Et nous devons vraiment investir dans le civisme au Congo. Parce que le comportement du bébé noir est une forme de délinquance juvénile, une délinquance, c'est du banditisme, mais il y a éventuellement aussi des délinquants à col blanc. Donc c'est pour dire que tout est question de civisme et d'éducation. C'est notre sujet, est large. Ahmed Hugen Kaya Mikala, tout à l'heure on a évoqué ton engagement en 2017 pour la conscientisation, pour que les jeunes puissent participer dans les institutions de la République. Et au finish, on peut dire, on vous a peut-être oublié, parce que vos amis de lutte, on les a vus ici et là dans le gouvernement, dans certaines institutions de la République. Alors, est-ce que vous êtes un frustré de la République? Alors, lorsque vous dites compagnons de lutte, je ne sais pas qui sont les compagnons de lutte, parce que d'abord, amis de lutte, comme vous dites, je ne pense pas. Il faut plutôt dire que je me suis inscrit dans cette vision qui était celle éventuellement d'une revendication, de la prise en compte des jeunes dans les instances de prise de décision. Mais frustré, je ne pense pas. Vous savez, le rêve, c'est lequel, ou encore la récompense, c'est lorsque vous savez que vous êtes partisan d'un combat et qu'aujourd'hui... Donc vous n'êtes pas frustré? Bien au contraire, j'ai encore un peu plus d'aile. Ça m'a donné encore un peu plus de force et je me sens peut-être même zélé parce que je suis à la tête d'une institution qui est très forte et qui est très représentée. Aujourd'hui, ma revendication, elle est écologique. Alors, revenons sur votre ONG Éveil d'Afrique. Est-ce que demain, cette organisation ne sera pas transformée en parti politique? Non, bien au contraire. Il faut comprendre qu'une organisation non gouvernementale est apolitique. Et nous sommes un peu plus orientés sur les questions scientifiques. C'est pas seulement, lorsqu'on parle d'écologie, mais une écologie avec des repères scientifiques. Pourquoi je le dis? Nous sommes l'une des rares organisations non gouvernementales qui produit chaque 2 mois un rapport. Et qui recevons aussi un rapport du GIEC. Qu'est-ce que le GIEC? C'est le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est-à-dire que nous travaillons avec des experts scientifiques, climatologues, géologues et environnementalistes de plusieurs pays pour réfléchir un peu sur les avancées en termes de climat, en termes de lutte contre les changements climatiques. Est-ce que créer un parti politique ne vous a pas effleuré? Je reste un monsieur très ambitieux, éventuellement, mais je sais faire un peu le distinguo. Donc si demain créer un parti politique, je suis même dans la rédaction de ce projet d'avoir un parti politique écologique, mais qui ne serait pas à ne pas confondre éventuellement... C'est influencé par votre PINS? Je vois Europe, écologie, les Verts. Voilà, le PINS tout simplement parce que je travaille souvent, avec le parti écolo, Europe Écologie Les Verts. Et récemment, j'étais à Paris pour une séance de travail avec la coordination de Sarcelles sur ces questions-là. Donc demain, ce n'est pas exclu? Éventuellement, il faut mettre dans l'horizon futur un parti écologique au Congo avec M. Hugen Ahmed Kaya Mikala. Mais il y a un grand parti au Congo qui est le PCT, qui représente un peu la gauche. Vous pouvez intégrer le PCT et mettre une partie écologique dans ce parti. Mais, vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement congolais, en matière de lutte contre le changement climatique, est très actif. D'accord. Alors apprenons à faire un distinguo entre l'engagement administratif et l'engagement politique. Le gouvernement congolais représente l'exécutif gouvernemental, donc l'exécutif, et lorsqu'on parle de parti, c'est de la politique. Il n'est pas dit que tous ceux qui sont au gouvernement congolais sont membres du PCT. Et ensuite, je suis aussi un adepte du multipartisme, l'avènement de la démocratie, le discours de la BOL, la conférence nationale, cette libéralité de créer des partis politiques. Mais qui ne vous dit pas aussi que le fait d'avoir plusieurs courants politiques peut tout simplement aussi rehausser la démocratie. Donc il n'est pas dit que lorsque vous êtes brillant, visionnaire, ambitieux, il faut se mettre au PCT. Vous pouvez faire le même combat, mais ne pas être dans la même maison. N'est-ce pas?
Alors, si on vous demandait quel est le regard que vous portez sur les partis politiques au Congo? Alors, j'ai un regard qui est un point de vue qui est un peu mitigé. Je pense qu'en revenant sur la conférence de la BOL, sur le discours de la BOL, De François Mitterrand. éventuellement, je pense que peut-être que nous avons mal perçu ou mal compris le discours du multipartisme. Sincèrement, c'est avec un cœur très serré que je le dis sur ce plateau. Et je suis prêt à avoir aussi en contradiction un membre de quelconque parti politique. C'est pour dire que peut-être que nous avons mal perçu le multipartisme. Pourquoi? Parce que quelque part, je me rends compte que nos partis sont devenus des regroupements ethniques ou des ambassades où les leaders deviennent eux-mêmes des ambassadeurs de leur département. C'est-à-dire que lorsque vous sortez d'un tel recoin de la République, il est plus logique pour vous de militer dans tel ou autre parti. Est-ce que vous comprenez? Donc on a l'impression que l'engagement dans le parti politique ne relève pas tout simplement d'une vision globale ou nationale de la préhension politique, mais on se rend compte que la question elle est plus orientée vers ce que j'appelle le droit du sol et du sang. Est-ce que vous comprenez? Il y a comme une forme de repli identitaire. Moi, je suis un prêcheur de l'État-nation. C'est-à-dire que de mettre en avant le Congo, réfléchir sur un projet de société, comment développer le Congo sur tous les plans économiques, C'est ça qui vous social. motive à créer un parti? Mais bien entendu, mais le leitmotiv même de la création d'un parti, c'est faire entendre ses idées. Nous allons vers la fin de ce programme. Comment percevez-vous 2021? Je suis optimiste. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'observateurs sont jonchés dans une philosophie ou une forme de pensée très pessimiste qui pensent que, bon, ils ont un peu raison. Hein. Vous savez que les périodes électorales en Afrique centrale, notamment lors de l'élection présidentielle, c'est souvent des périodes un peu mitigées, un peu très glissantes, où on peut passer d'une paix précaire subitement à une guerre civile. Mais moi, je pense que dans la conscience collective du Congolais, la paix a éventuellement une place de choix. Et donc, j'exhorte ici nos dirigeants, j'exhorte les candidats, j'exhorte les leaders politiques dans leurs états-majors d'avoir un premier discours, celui de la paix. Et ensuite, en 2021, on aura un président, que ce soit le même, l'actuel, ou un nouveau président. Ça ne sera pas, je pense, la victoire d'un Congo contre un autre Congo. Ça sera tout simplement l'expression de la démocratie et tout simplement l'expression du peuple. Comme on dit, Vox Populus, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Ça a été un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne chance pour mes visées, pour mes ambitions. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, Ahmed Huguen Kaya Mikala était l'invité de Célébrité. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut.